Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne YouTube Mécanique Sportive, c'est Nicolas. Aujourd'hui, je suis en Allemagne, regardez, devant le Volkswagen Arena qui est un stade de foot pour vous présenter la Golf 8 restylée. On va voir les petites évolutions qu'il y a, vous allez voir, c'est assez rapide, on reparle des motorisations, etc. Et ensuite, on va faire un tour avec en Allemagne, voir ce que ça donne avec cette nouvelle motorisation. Bon, comme d'habitude, on refait un petit tour rapide, intérieur-extérieur, et ensuite tout type de route et petit débrief avec les consos à la fin. J'en profite pour vous parler du sponsor du jour qui est Car Vertical avec toutes ces nouvelles Golf derrière moi. Je me suis dit Golf, je vais chercher une Golf d'occasion et petit truc intéressant, c'est que lorsqu'on a la plaque ici ou le numéro VIN, on peut voir si une voiture a été volée, endommagée, etc. Là, je peux voir un aperçu sur une nouvelle Golf de 2021. On peut voir que compteur kilométrique, etc. ça va, mais par contre, dommage, il y a un petit problème. Et je peux voir les photos tout de suite d'une Golf qui a été bien abîmée. Et ah ouais, effectivement, ça a bien tapé, pare-brise cassé, airbag déclenché. Ah oui, tous les airbags. Donc, elle avait à peine 6000 km lors de l'accident. Donc, on peut voir que même une voiture très récente, eh bien, elle peut être remontée, remaquillée, changer de pays, puisque souvent, eh bien, ça change de pays, ce genre de voiture. Et on peut voir qu'elle avait à peine 11 000 km actuellement. Donc, il faut faire attention. Moi, je vous conseille de faire un rapport, peu importe le type de voiture que vous achetez, ça ne vous coûte pas cher. Vous avez un lien dans la description qui vous permet d'avoir moins 20% ou sur le site, et vous y allez directement avec le code MECA, moins 20%, qui vous permet de ne pas acheter une voiture qui a été accidentée, volée ou avec un compteur kilométrique trafiqué. Bon alors, cette Golf restylée, au niveau des évolutions, vous allez voir, c'est assez léger, on va parler rapidement. C'est principalement, pour moi, le truc qui va se voir le plus, c'est ce logo ici. Alors vous pouvez vous dire, bon, mais qu'est-ce qui change, Nico? Eh bien, c'est juste qu'il va être éclairé de nuit, il est rétro-éclairé. Ça, c'est plutôt cool, c'est la première fois qu'il est à l'avant. On sait que sur le Touareg, par exemple, le Volkswagen arrière est en rouge, mais à l'avant, c'est la toute première fois qu'un logo est illuminé. On retrouve également de nouveaux blocs optiques à l'avant, avec des feux toujours IQ Lights, on a les LED+, mais une petite signature lumineuse qui évolue légèrement. Toujours le bandeau lumineux qui vient jusqu'au logo lorsqu'on a les feux LED+, ou les IQ Lights. Et ensuite, cette partie ici, là, avec les petites touches de peinture, et ça a été revu très légèrement, en fait, sur ce pare-choc qu'avant. Pour l'extérieur à l'avant, voilà, c'est tout. Ah, sur le côté, il y a un petit badge inscrit 50 parce qu'on a une édition spéciale 50 ans. Mais oui, parce que ça fait 50 ans que la Volkswagen Golf existe. Et elle est produite de l'autre côté de la route là, juste là. Et ouais, ça fait bien 50 ans qu'elle existe depuis 1974 pour la Golf 1, 1983 pour la Golf 2, 1991 la Golf 3, 1997 la Golf 4, ensuite 2003, ensuite c'est arrivé en 2008, la 7 en 2012 et la 8 est arrivée en 2019 et ce restylage donc en 2024. Petit truc aussi, c'est que la Golf GTI est apparue, elle, en 1976 avec la Golf 1 GTI. Pour ceux qui ont vu ma vidéo où je suis allé sur Nürburgring avec la Golf 2 GTI, je vous avais présenté la 1 à la 8, puisque oui, la Golf, c'est toujours des déclinaisons également sportives. Là, c'est une version essence qu'on a aujourd'hui, mais il y a toujours plusieurs types et beaucoup de motorisation. On gardera du diesel, de l'essence PHEV, de l'essence micro-hybridée comme on a aujourd'hui, ensuite des GTE qui seront les hybrides rechargeables et ensuite les GTI et même la Golf R qui est elle la voiture la plus puissante de la gamme jusqu'à 333 chevaux. Au niveau des finitions pour cette Golf, la Golf 8 restylée, on commence avec la Life Plus qui est celle de base. Ensuite il y a la Volkswagen Edition, ensuite il y a la Style, ensuite il y a la Style Edition 50, c'est le modèle que je vous présente aujourd'hui et ensuite il y a la version Airline qui a le côté un peu plus sportif avec des boucliers avant un petit peu spécifiques. Mais on retrouvera toujours les mêmes choses à l'avant. À l'intérieur également, on aura l'écran qui évolue avec le nouveau système d'infodivertissement, avec la dernière mise à jour et ChatGPT qui est intégré. Elle sera disponible en 10 couleurs. Au niveau des jantes, on ira du 16 au 18 pouces. C'est une voiture qui mesure toujours 4,28 m de long, 1,79 m de large sur 1,46 m de haut. Au niveau du poids, ça commence à 1300 kg pour les premières versions essence et un peu plus lourd jusqu'aux versions PHEV. D'ailleurs, les versions PHEV, on va en parler tout de suite. Jusqu'à 131 km d'autonomie annoncée en 100% électrique sur un cycle urbain en WLTP. 131, ça commence à devenir très intéressant. C'est annoncé pour plus de 100 sur un cycle mixte. Je trouve ça déjà hyper pratique au quotidien. Pour
les personnes qui vont utiliser cette voiture principalement en ville, ça peut être un vrai plus pour ne pas forcément passer sur la gamme ID, puisque l'équivalent en gros c'est la ID3 mais qui a un look vraiment différent de la Golf, et la Golf ça reste la Golf dans tous les cas. Au niveau des motorisations PHEV, on aura deux choix, 204 chevaux ou 272 chevaux. C'est le nouveau groupe motopropulseur qui est proposé chez tout le groupe avec les nouvelles batteries qui nous permettent d'atteindre également cette autonomie si grande. Également le nouveau moteur TSI Evo 2, c'est le 1,5 litre, avant c'était des 1,4 litre, donc on est passé au moteur plus récent avec tout qui était retravaillé au niveau des pistons, de l'huile, de la segmentation, etc. pour justement être plus adapté à l'hybride rechargeable. Ensuite, il y a les versions GTI qui font 265 chevaux. Puis il y aura les versions GTI Club Sport également qui sont encore plus radicales. Et ensuite, la nouvelle Golf 8R également avec ce restylage qui, elle, fait 333 chevaux si je ne dis pas de bêtises. Ça, c'est pour les versions les plus sportives. Ensuite, il y a les versions plus traditionnelles comme je vous présente aujourd'hui. Elles existent en essence ou en diesel, en 2 litres TDI, 116 chevaux ou 150 chevaux, et en essence également TSI Evo 2 ici, 116 chevaux, soit 150 chevaux, avec la micro-hybridation. À chaque fois en boîte DSG, et il existera une version en boîte manuelle, c'est sans la micro-hybridation, mais boîte manuelle 6 rapports en TSI 1,5 litre, 116 chevaux également. Et donc il est disponible soit en compact comme ça, soit en version break, les SW. Pour parler du prix, le prix de la voiture a baissé à partir de 29 990 € pour la première version. Oui, c'est moins cher qu'avant. Ensuite, la SW à partir de 32 650 €. Une GTI, c'est 48 000 à peu près. Et une GTE, les hybrides rechargeables, ça commence à partir de 53 000 €. Bon, on peut le voir qu'une version hybride rechargeable, ça coûte quand même beaucoup plus cher. Avant de faire le gap entre les 20 000 € quasiment qu'il y a, il va falloir en faire des kilomètres en électrique. Donc, il faut peser le pour et le contre. Pour moi, le côté électrique, c'est surtout si on a un petit peu d'argent, on veut se faire plaisir, et un côté un peu plus confortable. Ou pour les sociétés, le côté avantage fiscal, puisqu'on peut déduire la batterie, et surtout, il y a beaucoup moins de taxes parce que c'est un véhicule électrique, et surtout, il dépasse les 100 km d'autonomie en élec. Mais également la nouveauté sur les GTE, ce sera le chargeur rapide qui vient d'arriver. On pourra recharger jusqu'à 50 kW. Ça, c'est un avantage également parce qu'avec une grosse batterie, plus on a d'autonomie, plus on a envie de recharger. Et d'un côté, les 7,4 ou les 11 des fois de temps en temps. Souvent, c'était des 3,4 voire 3,5. C'est vrai que c'est un petit peu plus long quand on a une grosse batterie, donc le 50 fait vraiment plaisir. Et ça arrive des véhicules les plus haut de gamme et petit à petit, justement, sur une Golf. Les petites options cool à avoir pour moi, c'est les feux IQ Light qui détourent, qui sont matriciels. C'est environ 1 000 € supplémentaires. Le toit vitré qui est environ à 1 000 € et l'éclairage intérieur 170 € qui peuvent être pour moi les petites options à prendre. Bon, je ne vous refais pas forcément avant, arrière, côté, etc. Mais comme vous pouvez le voir, c'est simple. Donc cette partie différente, le bandeau LED ici, un capot qui reste le même, le côté tout pareil. Je vous montre le coffre quand même. Sur l'arrière, donc petite évolution, on peut voir les petits carrés, toujours avec le clignotant défilant. On a le clignotant défilant à l'arrière comme à l'avant. Et là, c'est pareil, comme on a les feux IQ Light, on a une version spécifique avec signature lumineuse qui change un petit peu et des LED un petit peu plus fines. À l'avant, je ne vous en ai pas parlé, mais également, les feux vont projeter plus loin jusqu'à 500 mètres. Un demi-kilomètre, normalement, ça vous permet d'avoir une bonne visibilité. Sur l'arrière, on a toujours le Golf, la caméra qui se cache sous le logo qui se relève ici. Donc c'est bien, elle n'est pas là comme ça, au moins elle est toujours propre. Bon, l'arrière également ne change pas à part. Alors ils nous ont dit une petite partie ici. Et franchement, faut vraiment voir la différence et connaître parfaitement la Golf 8 première génération avant de faire la différence avec celle-ci. Au niveau du coffre, dans cette version, donc comme c'est la essence, 381 litres de chargement. On a le plancher qui est modulable sur 2 niveaux. Et également en dessous, on peut avoir une galette qui permet, en cas de crevaison, de pouvoir réparer. Et surtout changer de roue plutôt que le kit anti-crevaison. Je trouve que la roue, c'est quand même mieux si on déchire un pneu ou ce genre de choses. 381 litres. Déjà sur la largeur, regardez, ça c'est un parapluie qui est quand même assez grand. Il passe tout droit ici. Là, j'ai mon sac avec mon ordi et autres, mais comme d'habitude, vous me connaissez, si je rentre ici, ça rentre plutôt assez facilement. Au-dessus de 300 litres, normalement, il y a un petit peu d'espace. On retrouve une LED de ce côté-là, de quoi accrocher juste ici et un autre crochet de l'autre côté. La banquette se rabat en 2 tiers, 1 tiers avec une trappe à ski juste au centre. Alors, au niveau des places arrière, je vous fais juste une idée pour voir le gabarit. Je mesure 1,80 m. On n'a absolument aucun changement ici au niveau de l'arrière.
une portière avec le haut en plastique dur, la fenêtre qui ne descend pas jusqu'en bas. Donc pour le bras, ça c'est un petit peu dommage, j'aime bien que ce soit tout en bas. Prendre une petite partie Alcantara qu'on retrouve également au centre des sièges et un accoudoir ici, imitation cuir. Donc la fenêtre, comme je vous dis, qui descend pas jusqu'en bas. Un bac avec quand même de la moquette à l'intérieur. On a toujours les petites poches ici, double poche, plus celle qui est plus grande au centre. Donc là, ça permet de mettre ses téléphones, etc. Une climatisation trizone, donc on peut régler sa température à l'arrière, donc selon les finitions. 2 ports USB-C en bas. 3e ceinture directement ici. Tout le monde a sa petite poignée. 2 LED qui sont tactiles au plafonnier. Et donc moi, je mesure 1,80 m. Je relève mon appuie-tête. Ah, l'appuie-tête est un petit peu moelleux, ça fait du bien. J'ai de l'espace au niveau des genoux. Pour les pieds, je peux mettre mes pieds sous le siège. Et en vrai, on n'est pas trop mal. Les sièges, par contre, sont incroyables au niveau du maintien latéral. Cela est également à l'avant, parce que j'ai quand même conduit pas mal tout à l'heure. On est plutôt bien. C'est ferme, mais en même temps agréable. L'accoudoir ici, avec la languette, très bien. Moelleux en plus, et toujours la partie ici trappe-à-ski. Hop, fixation de table taser Isofix sur les 2 sièges d'extrémité. Un gros tunnel central ici puisqu'elle existe en Golf R avec la transmission intégrale. Donc lorsqu'on passe ici, on enjambe. Hop, et au milieu, je suis assez surpris. C'est très moelleux ici, cette place au milieu. Et le dossier, alors, est plus ferme, mais il n'est pas inconfortable. Alors par contre, pas de maintien latéral puisque c'est plus une planche d'accoudoir. Il me reste encore de l'espace un petit peu au niveau des pieds. Il faut que je déborde un peu dans les bacs par contre de mes collègues sur les côtés. Au niveau des genoux, ça va. Ce siège est un peu plus reculé que moi là-bas. Au niveau de la tête, je suis vraiment bien. C'est pas mal, hein. Allez, venez, je vous montre à l'avant. Allez, c'est parti pour le petit tour avant de vous présenter l'avant. Je l'aime bien dans ce bleu là, ça change. Il n'est pas bleu-bleu, il est un peu bleu-gris. Pareil, enfin, ça la rend assez discrète, mais d'un côté, ça change. Le côté avec ses grandes jantes, donc les jantes chaque fois de plus en plus pleines, ça joue également sur les émissions de CO2. Et ça, c'est des parties plastiques ici à l'intérieur. On peut voir les caches des boulons et on peut voir qu'on est chaussé en bridge ici. Des Turanza T005 en 225 aux 4 coins. Donc de ce côté-là, on mettra de l'essence, de tour sur l'arrière. J'aime bien ces blocs optiques et c'est pareil, on peut voir que c'est revenu à la mode le fait que ce soit devenu transparent. Avant on avait toujours des parties rouges, je sais pas si j'ai un truc, voilà, là par exemple rouge comme ça, et là on peut voir une belle Arteon, pareil avec un petit peu le même style et ces sortes de blocs OLED, IQ-Light ici. On peut voir les anciennes. Oh, une Lupo, c'est mignon. Ça fait longtemps que j'ai pas vu une Lupo. L'arrière, la petite baguette chromée ici. Et je vais aller à l'intérieur. Porte ici donc avec du moussé sur le haut. Pareil, là on retrouve cette baguette ici décorative. Verrouillage de la voiture, les fenêtres comme d'habitude. La poignée ici qui est ouverte et le bac de rangement. L'édition 50 parce qu'on a cette version édition spéciale qui est assez avantageuse niveau finance et options inclus. Ça je vous laisse regarder sur le site pour tous les trucs que ça inclut. Et le petit toit ici qui est ouvrant. Les sièges, on a une sorte d'Alcantara ici. C'est les ergo actives avec un petit massage dans le dos. On peut mémoriser sur 2 positions. Et on a un mix entre tissu, imitation cuir et sorte d'Alcantara. C'est plutôt pas mal. Au niveau du pédalier, on retrouve toujours le même. Et hop, je vais venir me glisser ici. Alors première chose que je vais faire, c'est au moins mettre le contact et ouvrir toutes les fenêtres parce qu'il fait extrêmement chaud au soleil. Même si la voiture dit qu'il fait que 20 degrés, 20 degrés en plein soleil, je vous avoue que ça cogne un peu. Alors, je vais me reculer au max. Déjà, ce que je vais faire, c'est enregistrer ma position. Et comme ça, voilà, je vous remonte le volant. Alors, très bonne chose que Volkswagen a fait, c'est les touches au volant, c'est redevenu physique fini, les touches sensitives, tactiles. Volkswagen avait reconnu l'autre fois, la PDG, la CEO de Volkswagen avait dit oui, ok, on a peut-être fait une bêtise parce que ça plaisait pas tant que ça laissait des traces de doigts, alors que ça, c'est 1000 fois mieux. Volume ici, les aides à la conduite dans cette zone. De l'autre côté, ça va être
les vues pour le tableau de bord, puisqu'on a bien sûr un affichage 100% digital, et on peut faire varier les options sur le côté à gauche et à droite pour y afficher les menus qu'on veut, et également au centre si je veux faire défiler mes informations ou du GPS, où je peux voir le GPS en plus grand avec différentes informations. Moi j'aime bien plutôt les compteurs. Donc je laisse les compteurs avec mes consos de cette façon. Changer de musique, on a des palettes derrière le volant si on veut passer en mode sport la boîte, donc moins ici et plus de ce côté-là. Parce que boîte de vitesse, DSG 7. Sur cette voiture, sur la droite toujours les essuie-glaces, juste ici, avec bien sûr un mode automatique, hein, bien entendu. Et de ce côté-là, ce sera appel de phare et clignotant. Bruit du clignotant. De ce côté-là, c'est tout ce qui sera pour l'éclairage. Oups, qu'est-ce que j'ai fait? Vous avez vu, ça s'est mis fort. Ah non, mince, j'ai mis le désembuyage. Donc ça par contre, ça reste tactile. Voilà, désembuyage ici, avant, arrière, et les modes pour les phares. Un aérateur ici, aérateur au centre et un là-bas. Sur le haut, tout est moussé ici, donc c'est plutôt qualitatif. Et cet écran ici qui est gigantesque. Alors moi j'aime bien les grands écrans et c'est vrai que là on le voit plutôt bien. Très beau contraste, belle luminosité. Même en plein soleil, aucun souci. Des applications au centre, on peut le voir ici. Donc là on a l'option éclairage d'ambiance qui vient se mettre avec pas mal d'ambiance. Les réglages, les aides à la conduite, etc. Et ce qui est top, c'est qu'on peut maintenant se mettre des raccourcis personnalisables sur le haut ici. Donc par exemple, pour les aides à la conduite, je peux désactiver rapidement ce que je n'aime pas, l'alerte de vigilance, l'alerte fatigue, etc. Alors, ce qui est assez embêtant, c'est qu'il faut désactiver à chaque fois qu'on démarre la voiture. J'aurais bien aimé que Volkswagen mette un paramètre perso, par exemple, se dire, voilà, dès que je touche Assist, ici j'ai mon mode perso on ou off. Ça permettrait de activer ou désactiver tout à chaque fois plutôt que d'aller sélectionner à chaque démarrage de voiture. Les réglages de la voiture, ici on peut avoir des raccourcis également. On peut abaisser lorsqu'on est en reculé, remettre à zéro le trip. C'est bien de l'avoir mis ici dans raccourci. Hop, je fais voiture, je viens de faire le plein, hop, trip à zéro et c'est reparti. La navigation ici, donc par exemple je peux remettre la carte si je souhaite. Donc on peut voir que le GPS est extrêmement grand à cet endroit là. Petit reproche que je ferais, c'est donc on peut régler sa température ici si on l'a laissé en auto, pourquoi pas. Moi je sais que j'aime bien régler comme je veux, et par contre pour aller chercher la climatisation il faut aller là, et si par exemple j'ai le GPS, eh bien ça me cache le GPS. Donc soit j'ai un petit guidage affiché ici, soit je mets l'écran à l'intérieur. Mais dommage qu'on n'ait pas un truc climatisation plus facile. Par exemple, juste augmenter la ventilation à côté ici, genre plus fort, moins fort, et la température ici, donc qui elle reste en tactile. Mais j'aurais bien aimé, voilà, un truc juste choisir sa vitesse de ventilation. Ensuite, raccourci musique là-haut, si l'on souhaite. Et il y a même nostalgie en Allemagne. Alors ils le disent nostalgie, mais c'est assez rigolo. Il y a petite Backstreet Boys, oh ça fait longtemps ça. Raccourci ici également en glissant du haut, comme ça. On a une touche Home, comme sur les smartphones, qui nous amène à une page de widget. Il y a un petit bruit à chaque fois aussi qu'on défile. Et donc ça, on peut le personnaliser également si l'on souhaite. Le volume pour la musique ici. Et de l'autre côté, la température ici pour le passager. Alors je ne sais plus si c'est éclairé ou pas ça. Il me semble que c'est pas éclairé de nuit. Ensuite, la climatisation, on a une touche raccourci ici pour accéder au menu climatisation. Les aides ici, si on ne les a pas là-haut, donc on peut les avoir ici. Menu parking, c'est ça que je cherche un moment dans la vidéo tout à l'heure, pour avoir le stationnement automatique. Et les modes de conduite qu'on pourra personnaliser ici. Alors, donc il faut quitter lui. Hop, je reviens ici. Et mode de conduite. Éco, confort, sport et individuel. Individuel, je peux... je peux pas le personnaliser ici. Ah si, voilà, il fallait là-dedans et ensuite là. Donc comportement dynamique, direction, entraînement, les aides à la conduite, ACC, les assistants d'éclairage, la climatisation. Donc on pourra personnaliser tout ça. Comportement dynamique, ok. Direction, sport. Alors je sais pas trop ce que c'est le comportement dynamique. Entraînement c'est le moteur, direction c'est la force dans le volant. Ça c'est les aides à la conduite pour que ça accélère plus fort ou autre. Et la climatisation c'est pour mettre le mode éco ou pas. Comportement dynamique, je ne sais pas trop si ça joue sur la suspension. À confirmer. Les trains roulants et l'entraînement. Ah si, donc les trains roulants, il y a une suspension active. Alors c'est pas le DCC, mais on peut voir donc que ça change. Je vais repasser en mode ici confort, et à chaque fois on a une petite touche qui nous donne les infos. Voilà en gros. Et ensuite il y a bien sûr toujours une commande vocale. Quel temps fait-il à Paris? Comment? Voici une vue d'ensemble des fonctions que vous pouvez déclencher par commande vocale.
Dites le numéro de la ligne ou le nom de la fonction de votre choix. Bon, d'accord, j'ai pas envie. ChatGPT, je sais pas trop comment il fonctionne. Il faudrait que je vous fasse une vidéo un jour sur ce ChatGPT, voir qu'est-ce qu'il est capable de faire. Et surtout, aller voir. Bonjour, moi c'est Ida. D'accord. Ok, là, on a ça. Ok, les activations. Ok. D'accord. Bon, je suis pas sûr qu'on ait ChatGPT là-dedans. Mais c'est une des nouveautés. Également un ChatGPT intégré à cette voiture. Ensuite, plus bas, on retrouve le bac ici avec chargeur par induction, décompose son téléphone là, ou de quoi connecter, si l'on veut, avec 2 ports USB-C, un petit peu plus haut, là qu'on retrouve ici. La commande de boîte, ça n'évolue pas. Drive vers moi, si je tire une deuxième fois, ça passe en mode sport. Parking en haut, reculer, je le mets comme ça. Regardez, je vais vous montrer en même temps la caméra de recul. Voici à quoi ça ressemble. Touche parking juste ici, toujours cet endroit pour ranger sa clé. Hop, ce que j'aime bien c'est que la clé se bloque ici, selon comment on la met. Frein de parking auto hold, la touche bien pratique, le auto hold. Ensuite des petits bonbons sur Volkswagen, ils sont trop mignons, ils lancent à chaque fois maintenant. Là, ça, la prise 12 volts juste ici. Porte-gobelet, regardez, qui tourne comme ça je trouve ça toujours assez fun et ça permet d'avoir plus d'espace, et un accoudoir qui coulisse et qui se relève sur plusieurs hauteurs et un petit peu moussé mais qui n'est pas du tout inconfortable, avec ici le bac de rangement, la boîte à gants de ce côté-ci. On peut voir, ça c'est en gros des feuilles A4, ça rentre de cette façon. Hop, alors ça touche un peu parce qu'il y a la partie plastique sur le haut. Ne bougez pas, je retourne ça. Hop, voilà. On peut mettre des bouteilles, des grandes bouteilles dans chaque bac de porte. Et voici ce siège sur le haut, rétroviseur central avec des petits bords fins, et toujours comme chez Volkswagen qu'on a l'habitude, les LED ici en tactile avec une extinction progressive. Là ici je peux ouvrir le toit. Par contre l'ouverture ici est manuelle, et ensuite c'est tactile pour cette ouverture. Et là ça fait du bien. Waouh, sunshine. Voilà. Bon allez, allons essayer cette Golf, voir un petit peu ce que ça donne sur la route avec surtout cette nouvelle motorisation, parce que après le reste, il n'y a pas grand chose qui change niveau châssis, etc. Allez, c'est parti à bord de cette Golf 8 restylée avec ses nouveaux moteurs 1,5 litre TSI Evo 2, 150 chevaux. Pour ceux qui suivent bien la chaîne, vous savez que je l'essaye pas mal ce moteur. On l'a essayé sur la Superbe, sur la Passat, sur la nouvelle A3, sur la nouvelle A3 All Street. Et donc cette fois-ci sur cette Golf. Là on est en Allemagne, à Hannover, c'est Hanovre pour nous en français. Veuillez suivre le tracé de la route sur 5 km. D'accord madame. Il faudrait juste que je lui dise de se taire parce que sinon elle va beaucoup nous parler. Réglage, instruction de navigation, voilà, carte. Ce qui est simple, c'est, ce qui est bien, c'est que c'est simple maintenant de naviguer un peu dans ces menus. Une fois qu'on a un peu compris, ils ont mis plein de raccourcis. En 2 clics, souvent, on fait ce qu'on a envie. Gros Dolan, je l'avais pas vu. Ouais, ça reste confort, comme d'habitude. Petit accoudoir ici. La Golf, bon, à l'intérieur, assez simple. Grand écran ici, avec toutes les nouvelles mises à jour. Là, vous entendez le bruit pour la lecture des panneaux. Je vais dans assistance ici, je dis désactiver, et je retourne à ma navigation. Donc pareil pour toutes les assistances, etc. Pour ceux qui n'aiment pas, on peut les activer assez facilement. Là, hop, je vais refaire comme ça ça fait pas de contre-jour un petit peu sur moi. Donc partie toit ouvrant, pas de grand toit panoramique, mais une partie toit ouvrant qui est quand même assez sympa. Alors là par exemple, j'étais en descente. Comme j'ai relâché gentiment ma pédale d'accélérateur, je suis en roue libre. Ça c'est le côté très très cool. Pour ceux qui ont regardé ma vidéo de la Skoda Octavia, j'ai fait un record de consommation en traversant de l'Autriche à la République tchèque l'autre fois, justement en jouant au max. Et là par exemple je suis en mode 2 cylindres, ça me l'indique ici sur le tableau de bord, parce que je suis sur une zone assez plate, j'accélère pas trop fort, la voiture consomme beaucoup moins et je roule en 2 cylindres. Et quand je relâche par exemple gentiment là, mode roue libre, le moteur se coupe, il débraye l'embrayage. Et là en anticipant un petit peu, en roulant en ville comme ça, c'est pas une vraie hybride comme un full hybride, mais ça a ses avantages de pouvoir couper directement.
Donc là par exemple, hop, point mort, hop, le moteur se coupe et ça roule. Lorsque j'ai besoin de freiner, par exemple je suis assez haute vitesse, là je freine, ça redémarre le moteur mais sans injecter d'essence, juste pour faire du freinage moteur pour ne pas user trop les plaquettes. Donc on a quand même du freinage moteur et selon, quand on arrive par exemple à basse vitesse, là, hop, il me recoupe le moteur parce que on n'a pas beaucoup d'élan, on peut freiner sur les plaquettes et ça permet de consommer également encore moins. Donc j'ai remis les compteurs à 0, là je suis parti pour 91 km, je vais essayer de faire un petit peu plus parce que je veux faire un petit bout d'autoroute en plus pour vous donner un peu de stats et vous faire un vrai mix et voir ce que ça donne réellement en conduite de tous les jours. Donc là je suis en mode drive, j'ai pas choisi de mode sport ou quoi que ce soit, je suis en mode normal, le mode confort du quotidien. Et vraiment je vois que c'est assez réactif, par exemple là je relâche roue libre tout de suite. Et si vous anticipez bien, et clairement là je vois pas pourquoi accélérer à fond et freiner à la fin comme un grand malade. Il y a certaines personnes qui le font, alors je n'ai toujours pas compris ce principe. Le but pour moi c'est vraiment de rouler comme ça, hop, là c'est 50, j'arrive à mes 50 km/h, je stabilise. Et à partir du moment où il va y avoir un petit faux plat, les descendants ou autre, ou le feu par exemple, là je vois qu'il y a un feu plus loin, je relâche, roue libre. C'est clairement tout l'intérêt du roue libre aussi. Parce que autant une boîte manuelle, quand on repasse au point mort, bah, le moteur tourne quand même, il consomme à peu près 1 litre à l'heure. Là, je suis vraiment à 0. Et ça veut dire que là, par exemple, là c'est un léger faux plat descendant. Voilà, là je consomme rien. Hop, je vais le mettre à gauche. Je freine un peu, ça consomme pas parce que bah, je suis en freinage moteur. Là, il me recoupe. Et à l'arrêt, à chaque fois, et bah, je suis... sans vibration, sans rien, comme une vraie hybride, ça j'aime bien. Et le auto-hold, comme ça me permet de relâcher ma pédale d'accélérateur. Alors juste ce qu'il faut savoir, c'est que la clim, lorsque le moteur est coupé, ça passe un petit peu en clim en mode déco. Et quand il y a besoin, quand la voiture sent qu'il refait un petit peu chaud dans l'habitacle, elle va redémarrer le moteur de temps en temps. Parce que c'est pas une vraie hybride, c'est une micro-hybride un petit peu améliorée. Et je trouve que ça fonctionne plutôt pas mal. Pour la ville, top, cette boîte est toujours très fluide. Là, ça part gentiment. Deuxième. Je sens pas du tout le passage de rapport. Alors on sent qu'il y a une petite légère coupure à un certain moment, mais là, attention, ça va passer le rapport. On sent juste le moteur qui baisse un petit peu en régime. Mais voilà. Allez, ici ça passe à 100 km/h directement. Les routes secondaires ici, donc c'est 100 km/h. Le moteur on l'entend légèrement lorsqu'on le pousse un petit peu. Ensuite à régime stabilisé. Là je suis à 85, alors je vais mettre à 80 pour avoir un peu nos vitesses de chez nous. À 80 je suis en légère montée pourtant. C'est discret, extrêmement discret. Et j'avoue que c'est plutôt plaisant. C'est bien insonorisé. On peut voir aussi selon les marques, selon le modèle, on va l'entendre plus ou moins ce moteur. Et comme c'est le même à chaque fois qui est remis dans tout le groupe, on peut voir la différence. Et la Golf ça reste quand même une bonne voiture. Donc là à 80. Ce que je vais faire aussi, c'est mettre mon régulateur. Je vais lui demander le Travel Assist. Comme ça, c'est lui qui me conduit. Je lui dis 80 ici. Et ça, c'est bien. Donc, toutes ces aides à la conduite. On va mettre en rétro bien. Moi, je trouve que ça aussi, c'est quelque chose qui est vraiment pratique. En plus, on a le volant capacitif. Ça veut dire qu'on a juste besoin de toucher le volant sans mettre de force dessus pour garder les aides à la conduite, parce que certains, il faut forcer un petit peu et ça peut être contraignant. Chez Volkswagen, on a juste à laisser la main dessus et ça permet que la voiture détecte. À 80 km/h, alors je sais pas en quel rapport je suis. Ah bah, il vient de me couper le moteur parce que légère descente et même au régulateur automatique, eh ben, il le fait. Par exemple là, hop, roue libre. Et donc même au régulateur, il va me faire des phases sans consommer. Il redémarre, la transition se fait vraiment de façon très très fluide, on ne sent absolument pas lorsque le moteur se coupe ou se réactive. Peu de vibrations, c'est assez agréable. Les bruits de roulement sont bien contenus, on est sur un goudron qui est relativement propre ici. C'est plutôt pas mal, hein. Ça, vraiment pour moi, si vous pouvez vous le permettre, c'est l'option à prendre absolument. Si vous faites de la route. Après, même pour ceux qui font beaucoup de bouchons, personnellement, moi, je peux plus m'en passer. Et là, sur ces versions, elles sont quand même bien équipées.
ça reste très plaisant. Les sièges ont l'air de très très bien maintenir. J'ai presque l'impression d'être dans un siège sportif. Pourtant, c'est pas une airline, hein, mais je pense que même de façon très dynamique, ça va être assez sympa. On essayera ça un petit peu plus tard dans la journée. Donc là, on vient d'arriver ce matin en Allemagne. Et je sais pas si on va avoir un petit bout d'autobahn. On va pouvoir rouler un petit peu plus fort. Parce qu'en Allemagne, il y a certaines portions illimitées. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'en Allemagne, c'est 120 km/h. L'autre fois, par contre, en Nürburgring, j'ai vu qu'il y avait des zones à 130. Alors, je ne savais pas qu'il y avait des zones à 130 en Allemagne, mais certaines parties de l'Allemagne, c'est 130. Sinon, la plupart, c'est 120 ou illimité. Et sur les routes départementales, c'est 100 km/h. Alors que chez nous, c'est 80 ou 90, selon la région ou le département. Puisque certains voulaient remettre des nouveaux panneaux, de nouvelles signalisations, etc. L'avantage ici, 100 km/h, c'est plutôt bien. Pour accélérer 150 chevaux au cas où, c'est largement suffisant. La pédale de frein très progressive. Et on va aller se mettre sur l'autoroute, voir ce que ça donne. Changement de goudron, ça reste toujours bien sonorisé. Allez, on double, on s'insère. Ici, allez, personne derrière, pied dedans. Ah, pied dedans. Allez, c'est 100 km/h ici. Ah, oula, les camions doublent un petit peu aussi partout. Alors, donc je vais mettre à 100 km/h, puisque c'est 100 ici. Alors, normalement, c'était une petite partie illimitée. Et comme il y a des travaux, c'est 100. Alors, quel rapport je suis en 7ème, à un petit peu moins de 2000 tours minute à 100 km/h. Même à 100 km/h, c'est plutôt calme dans l'habitacle. En consommation, je suis à 4 litres en instantané. Ah, et là je passe même en mode 2 cylindres. Et ce qui est fou, c'est que j'étais à 4 litres 1 et là je passe à 1 litre 9, 2 litres. À peu près en mode 2 cylindres. Donc on voit vraiment que ça a désactivé 2 cylindres. Et ça paraît logique qu'on divise par 2 la consommation. Hop, allez, on va redoubler ici. Et quand je réaccélère, pareil, la transition entre 2 cylindres et 4 cylindres, elle sera totalement imperceptible. Et de mémoire, de ce qu'on m'a dit, c'est le cylindre 1 et 4 qui fonctionnent tout le temps. Les deux du milieu se coupent parce que on a un capteur sur le cylindre 1 qui fait qu'on doit garder le cylindre 1. Et là pareil, je suis retourné en mode 2 cylindres alors que je suis à 100 km/h. Je pensais que c'était vraiment dans les phases où on était à 70-80 et au final non, ça fonctionne même à plus haute vitesse. Alors peut-être qu'à 130 ça fonctionnera pas. J'attends d'avoir une petite portion qui va bien pour voir si ça le fait aussi. Et là elle accélère. On est plutôt bien. Il fait beau, c'est une belle journée. 20 degrés là. Ça manque en France parce que j'ai l'impression qu'en France il fait que pleuvoir tous les jours. Je suis content de voir un petit peu de soleil. On est juin et je suis toujours pas bronzé. Allez, on passe ici sur une portion à 130. Je laisse la voiture accélérer d'elle-même. Et on va se mettre donc à nos vitesses d'autoroute à nous. Je vais doubler. Hop. Même en partant de 120 pour aller à 130, il y a de quoi doubler assez efficacement. Ah oui, il y a un monsieur qui est très énervé derrière moi. Et c'est pas illimité ici, monsieur, c'est marqué 130. Alors à 130, je me mets en 7ème, je suis à un petit peu moins de 2500 tours minute. Je vais mettre la distance minimum. Voilà. Je dois être à 2400 tours minute. Le moteur, je l'entends très très légèrement. Les bruits de vent sont relativement bien contenus. C'est clairement assez agréable. Et en consommation, en instantané, samedi, aux environs entre 5 et 6 litres, ça tournait. Bon là, ça ralentit. Elle va continuer sur d'autres types de routes. Mais moi c'est plutôt pas mal, même à haute vitesse. On sent que c'est une voiture faite pour l'Allemagne. Et bon là ça a repassé à 100. Il y a pas mal de travaux sur les routes ici. Donc je sais pas si j'aurai le droit à un petit tour d'autobahn quand même. On verra, sinon peut-être demain. Il y aura un petit peu plus d'autoroute à faire. Et là hop, si
si j'ai besoin de réaccélérer. Ouais, c'est clairement suffisant. 150 chevaux, c'est quand même un avantage. La version 116, c'est le même moteur, mais juste cartographié à 116 chevaux. Qui peut le plus, peut le moins. Autant prendre la version 150 si vous le pouvez. La version 116, même si c'est la même base, hein, bah, c'est quand même calibré en gros comme le mode éco y aurait sur cette voiture. Donc là par exemple, si je passe en mode éco, je pense que c'est un petit peu comme si je passais au final en mode... Non, c'est pas ça que je veux. Hop. C'est comme si je passais en 116 chevaux. Et je sens qu'il y a une différence au niveau de la réponse à l'accélérateur. Donc ça bride un petit peu pour justement pouvoir consommer un petit peu moins. Ensuite il y a le mode sport, alors qui normalement donne un peu plus de répondants. Ah oui, qui passe la boîte en mode sport, qui donne une plus grosse accélération. Je peux jouer avec les palettes si je veux aussi. Et... Ah, ça passe les rapports tout seul, on ne peut pas aller au rupteur. Hop. Ok. Et après, je peux être en cartographie sport, mais en mode boîte normale. Donc ça, c'est l'avantage également, où je peux être en mode normal et en boîte de vitesse sport pour avoir plus de réactivité au passage de rapport. Après, ça, vous en faites un petit peu ce que vous voulez. Et dans les modes, normalement, on a également le mode individuel où je peux personnaliser ma direction et mon répondant à l'accélérateur. Et moi, ce qui m'intéresse, c'est de me remettre un régulateur adaptatif et me faire conduire. Parce que pour moi, c'est ça le gros avantage dans des voitures récentes. D'ailleurs, je serais pour savoir, est-ce que vous êtes pour les voitures autonomes, tout ça, vous êtes pour la conduite? Par exemple, pour un trajet du quotidien pour aller au boulot, est-ce que ça vous fait plaisir de conduire? Ou est-ce que pour aller au boulot, vous seriez pour appuyer 2 fois comme ça sur un petit truc et se dire, allez, au boulot, on met l'adresse dans le GPS et c'est parti. Petite sieste avant de commencer le boulot, ou le soir, au lieu d'être dans les bouchons. Moi, ça me dérangerait pas du tout. J'ai assez confiance. Il faudrait qu'il y ait plus de voitures autonomes et que les gens fassent un peu moins n'importe quoi. Mais moi, je suis totalement pour aller au boulot, clairement. Après, pour se faire plaisir, petite route de montagne, etc. Oui, là, c'est plus sympa d'avoir sa voiture qu'on gère soi-même, voire même une petite voiture sportive pour ceux qui aiment l'automobile. Après, c'est comme la boîte automatique. Les boîtes automatiques de nos jours, c'est devenu tellement bien, tellement agréable, hyper efficace. Ça consomme plus autant qu'avant. Avant, il y avait une vraie grosse différence entre une boîte manuelle et une boîte automatique. De nos jours, ça a vraiment changé. Et moi, je suis pour boîte automatique avec le maximum d'aide, voire même de l'hybride. Et même sur les voitures les plus sportives, les véhicules hybrides, maintenant, c'est assez hallucinant. J'ai essayé la McLaren Artura. Pour ceux qui ont vu l'essai, en fait, c'est bluffant d'avoir le côté hybride et même hybride rechargeable parce que je pouvais rouler en 100% électrique si j'ai besoin d'aller faire un petit déplacement ou juste la bouger un peu, juste histoire d'eux, et ben j'ai pas besoin de démarrer un V8, etc. Ou le côté, ça amène encore plus de puissance, plus de répondants, et j'avais trouvé ça fou parce que ça m'a donné la sensation d'avoir une voiture incroyablement efficace, le fait d'avoir un côté hybride. Et après, sinon, ce genre de micro-hybridation, ça peut être intéressant pour avoir des consommations plutôt raisonnables. Pour le moment, j'ai une moyenne à 100 kg 3. On va voir ce que ça donne au bout du chemin. Il me reste encore 70 km à réaliser. Petit détour en ville pour voir ce que ça donne également. J'ai fait exprès de passer dans une zone où ça ralentit pas mal. Pareil, même en ville, j'ai du roue libre. Là, par exemple, là, je suis à 23. Je suis en roue libre. C'est assez agréable. Hop, je peux réaccélérer. C'est assez doux. Surtout, c'est ça qui est bien avec cette boîte de vitesse, c'est que c'est très doux, c'est très fluide. Au passage de rapport, c'est d'une douceur. Au quotidien, c'est super confortable. Venez, tiens, j'essaye de faire un demi-tour ici. Est-ce que ça passe? Hop. Diamètre de braquage. Alors, j'ai pas le chiffre du diamètre de braquage. Ouais, ça passe pas mal. La direction est assez agréable, elle n'est pas trop assistée. Ça fait pas trop léger, ça donne quand même un minimum de ressenti. Ça aussi, ça peut changer selon le mode dans lequel on est. Est-ce que je passe par là? Non, je crois que c'est... Ah non, c'est chez des gens, j'ai bien fait de pas y aller. On a une caméra de recul ici, avec une bonne qualité. Hop, allez, on y va tout doucement. On a tous les capteurs de tous les côtés. Hop, attention, ce qui est un pick-up. Ça se gare plutôt facilement, mais j'aimerais bien tester le parc assise plus quand même. Hop.
j'ai appris un truc hier sur TikTok. TikTok, réseau sur lequel je suis aussi. Vous voyez les lignes qu'il y a là, la rouge, c'est la limite pour pouvoir ouvrir le coffre. Vous le saviez ça? En fait, si je m'arrête à un mur et que la ligne rouge est en bas du mur, ça veut dire que je peux quand même ouvrir le coffre. Si la ligne rouge touche le mur ou la voiture derrière, c'est que je ne pourrais pas ouvrir le coffre. J'espère que vous avez appris quelque chose. Bon, il faudrait que je reteste le park assist dans d'autres conditions. Hop. Bon, ça se manœuvre plutôt bien, la caméra est de bonne qualité. Puis on peut repartir comme ça. Bon allez, on refait un petit débrief un petit peu plus tard. En tout cas, comme on peut le voir, hein, là je suis heureux en roue libre. Hop. Ça a quand même des avantages là, ce roue libre. Niveau consommation, je pense que ça peut être hyper intéressant. Et en rond-point, je vais pas rouler trop fort parce qu'il y a quand même du monde ici. J'ai un super bon maintien ici. Et pareil, si je vais fort de l'autre côté, je suis très très bien maintenu. Et ça, c'est quand même vraiment agréable. Hop. Push. Regardez, là par exemple, je vais tourner fort. Je fais exprès. En fait, je suis emmené, mais ça me maintient vraiment le dos. Là, pareil, long virage. Hop. Alors, ça tient plutôt bien. Ça s'ouvre un poil. Mais c'est pas déconnant. Il faut quand même la pousser bien fort avant d'arriver au sous-virage. Et le sous-virage, souvent on ralentit un petit peu, ça arrête ce sous-virage, on appuie un peu sur les freins, ça permet de rééquilibrer et de remettre du poids sur l'avant. Plutôt que sous-virer, il ne faut surtout pas accélérer lorsqu'on sous-vire parce que sinon on va sous-virer encore plus. Donc quand vous commencez à perdre l'avant, vous relâchez juste un petit peu l'accélérateur, vous allez voir ça va reprendre. Et si vous êtes vraiment arrivé trop vite, léger pied sur le frein gentiment pour ne pas déséquilibrer l'arrière. Normalement ça rattrape bien et ça arrête de faire crisser les pneus. Ou sinon l'ESP se charge aussi de vous aider. Parce que là j'ai senti une petite intervention de l'ESP assez rapide. Allez, ici c'est 100 sur les petites routes, donc on va se faire un 0 à 100. Je vais me mettre en mode sport. Allez, go, full gaz. C'est parti. 40, 50, 70, 80, 90 et 100. 103. 150 chevaux, comme vous pouvez le voir, c'est largement suffisant. Ça marche bien. Dans les tours, on entend un petit peu le moteur, mais heureusement d'ailleurs, parce que il reste un moteur, donc des fois quand on a envie de conduire de façon un peu dynamique, c'est bien d'avoir un petit peu de sensation, de bruit, parce que l'ouïe c'est quand même une des pièces maîtresses du plaisir automobile, c'est pouvoir entendre un petit peu le moteur, etc. Même si ça c'est pas une version sportive, et comme on sait il existe la Golf GTI, la Golf R, avec lesquelles on peut se faire largement plaisir et qui sont vraiment des voitures très très cool. D'ailleurs j'ai hâte de prendre la nouvelle Golf GTI Club Sport restylée, tout ça. Je pense que ça va être sympa, même la nouvelle Golf R. Hein. Dans les petits trucs, lorsqu'on a le travel assist également, imaginons là c'est une petite route à 100. Je vais mettre à 100 km/h, gentiment. Je sais que un peu plus loin, il va falloir ralentir. Donc je relâche, je me mets en mode roue libre. Et la voiture, comme elle connaît la cartographie et les panneaux, là par exemple, c'est une zone 70. Donc elle va me lire le panneau 70. Donc elle va me dire, hey, Nico, c'est 70 ici. Donc elle va ralentir pour aller se mettre à 70. Et si par exemple juste après il y a un petit rond-point, eh bien elle sait qu'il y a un rond-point, donc elle va faire du frein moteur automatiquement pour pouvoir décélérer et que je sois à la bonne vitesse à l'entrée d'une ville, à l'arrivée d'un rond-point et autres, même si je n'ai pas mes aides activées. Donc ça, après je peux tout enlever hein, si je souhaite, mais je pense que c'est quand même plutôt pas mal. Ça me permet moi de pouvoir relâcher, être un peu moins stressé et justement quand j'arrive à l'approche d'une ville, être à la bonne vitesse. Parce que des fois ça nous arrive d'arriver un petit peu vite à l'entrée d'un village. Et bien là, la voiture va s'en occuper. Si vous relâchez et que vous jouez un petit peu le jeu de l'anticipation, ça s'occupe de tout. Les amis, regardez qui m'a retrouvé dans la voiture. Hey, salut à tous. Cyril. Ça va Nico? Bah ouais, ça va. On est pas mal là. On est pas mal dans cette nouvelle Golf et surtout on est sur l'autobahn. Exactement. Il y a une BM qui arrive un petit peu fort. On va mettre notre clignotant juste après. Voilà. On va passer en mode sport. On va mettre pied dedans. Pourtant on est déjà à 130 et elle nous double. Pourquoi? Ouais, parce qu'on est sur l'autobahn et qu'il y a un petit panneau illimité là-bas. C'est mon panneau préféré, tu le sais ça? Ah ben moi aussi j'aime bien. Je suis pas souvent là, mais quand je suis là, je t'avoue que, regarde, là on est à 160. Alors, pour vous le décrire, hein, c'est un panneau rond, blanc, avec 3 petites barres. Voilà. Et qui veut dire, tu roules comme tu peux. Ça veut dire full power, voilà. Allez-y, pied dedans, pied tôle. Vitesse illimitée. Ça on aime, on n'a pas ça en France. On aime, on en rêve. Mais regarde, on est en Golf, on a 190 là. Et je peux
peux Ça me se dire passe qu'on n'est plutôt pas les bien. plus rapides. On n'est pas les plus rapides. Regarde, on arrive à 200 km/h. Non, mais regarde la stabilité de la voiture à 200. C'est génial. On sent que les voitures allemandes sont faites pour le paysage allemand et l'autobahn allemand. Et 207. particulièrement cette Golf 8 qui est réputée pour sa stabilité et on a pu le constater. Hein. C'est vraiment une caisse incroyable. Mais là, on était à 210. Ouais, Tout se passait très bien. nickel. C'est quand même assez incroyable. Et il y a un truc qu'il faut savoir ici en Allemagne, c'est que sur les parties illimitées, évidemment, les Allemands sont habitués à ça. Les plus lents se mettent sur les voies de droite et laissent passer ceux qui vont les plus vite. Et ils ne déboîtent pas sans regarder. Donc en fait, c'est très safe. Carrément. Hein, Enfin, moi, ça m'est déjà arrivé. J'étais à 2,90 en GT3 RS et il y a un camion qui a déboîté quand même. Et je t'avoue qu'on a fait un quasiment 390. ça nous a un petit peu marqué. Alors c'est ce qu'il Ça faut arrive. savoir Mais aussi. c'était peut-être une plaque française. C'est ce qu'il faut savoir aussi, c'est qu'il y a des portions illimitées. Alors Ouais. déjà, il y en a de moins en moins, il n'y en a pas énormément, mais on en trouve, la preuve. Et surtout, quand on va très 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 vite, faut faire attention, il faut avoir le regard Très loin. à l'horizon. Hein, parce que si vous voyez une voiture à l'horizon, à 300, il faut être debout sur les freins parce que dans la seconde d'après, Ouais, elle est sur vous. Quoi. Je sais pas si tu sais, mais 300, c'est 83 mètres seconde. Je sais. C'est énorme, Et 83 mètres seconde. impressionnant. Et donc, voilà, faut faire gaffe. Et surtout, en fait, les portions illimitées, souvent, il y a beaucoup de trafic. Hein. Ne croyez pas que c'est genre easy pour faire des grosses pointes, des vitesses max. C'est pas si simple. Hein. Souvent, il faut se lever très tôt le matin ou le dimanche matin pour réussir à aller à plus de 300 sur les parties illimitées. D'ailleurs, toi, qui fais ça depuis très longtemps, Ouais. c'est quoi ta VMAX? Ma VMAX, c'est justement sur une autobahn. Alors, on parle en voiture de série. Hein. Ouais. C'est 333 avec c'était une Porsche GT2 à l'époque, je crois. Pas mal. Ouais, 333, c'est pas mal, ouais. c'est honnête. Ça commence à faire défiler un peu le paysage, quoi. Mais mon vrai record, c'est 500 km/h. Sur en plus sur 400 mètres. 500 km/h. J'avais été, c'est Bob Filler qui m'avait emmené dans son dragster à réaction. Oh la vache. Et Tu t'es pris le launch là, le. Ouais, on avait pris 5G. Pour te dire, on avait fait on avait pris les 500 km/h je sais plus, c'était un truc de fou, genre 2 secondes ou un truc comme ça. Enfin, Ça, par contre, ça doit marquer, je pense. Ah la vache, c'était génial. Tu prends que t'as l'impression qu'on te donne un coup de poing dans le cœur. C'est impressionnant. Ah, je T'es sais même comme pas ça. imaginer. T'es comme dans les pilotes de chasse, Ah tu ouais. sais, t'as la vision. Oui, c'était ça, c'était 3 secondes 3 secondes. pour monter à 500 km/h et c'était fou. Et là, on a le panneau, tu vois. Et en fait, des fois, le panneau change tout à l'heure. Il était marqué 130 parce qu'il régule ici. Voilà. Et là, par exemple, hop, je peux remettre pied dedans. Et les Allemands, ils respectent énormément. Et c'est vrai que. Ouais. Quand c'est marqué 130, on est à 130 au Ouais. panneau. Voilà. Parce qu'il y a souvent des radars juste après le panneau. Et c'est vrai qu'ils ont raison, les Allemands. Je sais pas ce que tu en penses, Nico. Parce que, en fait, le fait qu'il y ait des zones illimitées, quand il y a un panneau 130, Tu te calmes. tu te calmes et tu le respectes. Comme tu as pu t'éclater la zone d'avant, en fait, ça te pousse à respecter les limitations de vitesse. Tiens. Donc, ils sont bien malins, les Allemands. Tiens, regarde, là, on est Ouais. à 180. Allez, vas-y. Je pense. Vas-y. Tu penses qu'on va se prendre combien? Allez, full gaz. Ça reste limité, mais on avait rien. Elle est donnée pour 200. Combien? 220? C'est la 150. C'est la 150. Voilà, on arrive à 210. Elle est donnée pour 220, je crois. Regarde, le confort et la direction, c'est grave. tu restes hyper stable. Ouais, tiens-la bien quand même. Avec Et voilà, et là il y a une voiture. Mais voilà, on prend 210 assez facilement, mais surtout dans le calme. C'est parti. J'adore ça. Là, c'est 130. Donc, et au panneau, c'est 130, messieurs. C'est pas on ralentit, c'est au panneau, et des fois, juste derrière le panneau, il y a un petit radar. Ah ouais, c'est ça. Donc, en tant que bon utilisateur de l'autoroute, on se remet à droite. Exactement. Mais moi, j'adore. Et c'est cool de t'avoir, Cyril. Et ce que j'adore, c'est que régulièrement, tu es ici, tu es à 200 km/h et tu te fais doubler par des passades break qui te doublent comme des balles. C'est un autre monde, hein, je vous le promets. Hein. Toi, t'es habitué, tu dis bon, à 150 déjà chez nous, on se sent vraiment en illégalité C'est presque. clair.
Et là tu vois un truc, même une Golf 1 qui passe. Ah ouais. Et toi, t'es à 200, tu fais, mais what the fuck. Non, c'est vraiment un autre monde. Et tu sens que les Allemands, ils aiment la voiture aussi. C'est clair. Chez nous, c'est devenu un peu plus compliqué, mais moi j'aime bien venir en Allemagne. Ouais, moi aussi, j'adore. Ça fait du bien. Bon, on a peut-être un petit peu faussé nos trucs de consommation parce que j'avais remis à zéro. Là, on fait direct 100 km d'autoroute. Et bon, on reste à 5,8 litres, ce qui reste quand même très correct parce que là, on était pieds dedans. Parce qu'elle est donnée 5,7 litres sur autoroute, donc on est cohérent là. Ouais, c'est carrément pas déconnant. Hein. Alors, on avait des petites parties à 100 un petit peu avant. Comme on s'est fait des plus de 200, je pense que ça équilibre. Et on est vraiment pas loin et ce moteur, je l'aime bien. Moi. Et ben, je suis pareil que toi. Moi, je trouve que c'est le meilleur moteur sur la Golf. Ce mild hybride 150 chevaux, TSI. Il est vraiment super, quoi, parce que en même temps, tu as un moteur essence avec les qualités d'un moteur essence, la souplesse, tu as la puissance d'un moteur hybride, c'est-à-dire que tu as le moteur électrique qui te donne un petit peu de jus. Enfin non, je sais pas si tu as un moteur électrique. Non, il n'y a pas de moteur électrique. En fait, c'est juste un gros alterno-démarreur. Tu as l'alterno-démarreur qui te donne jusqu'à 12 chevaux supplémentaires. Ah ouais, ça donne un petit peu de couple et ça évite la rupture de couple au passage de rapport. Donc c'est comme d'avoir un turbo, en fait, quelque part. Donc c'est pas mal. Et en même temps, on a des consommations. Je crois qu'elle est donnée en mix à 4,7, il me semble. Bah, tu vois, hier, moi j'étais à 4,5 de l'aéroport en passant par les petites routes en allant jusqu'à Wolfsburg. Enfin, c'est assez bluffant. Et là, 5,8 en ayant tapé un petit peu dedans et tout. Et est-ce que tu vois, tout à l'heure, on était en 2 cylindres, même à 130 km/h, on arrive à passer en 2 cylindres. On vient d'arriver à l'aéroport. Cyril reprend ses valises et on va reprendre l'avion direction Paris, moyenne à 5,5 litres sur 98 km. Donc au final, plutôt pas mal. Hein. Bon, j'arrive ici à l'Autostadt de chez Volkswagen. Regardez là ce grand bâtiment, ces 2 grandes tours. C'est là où sont stockées les voitures des clients lorsqu'elles sortent de l'usine. Puisque lorsqu'on est résident allemand ou qu'on achète sa voiture en Allemagne ou en Autriche, il me semble, on peut venir chercher sa voiture juste ici directement à l'usine et ensuite faire son petit rodage jusqu'à la maison. Plutôt que de se la faire à livrer. Et je crois que Porsche fait ça aussi, c'est un petit truc qu'on paye en plus, même Ferrari le fait il me semble. Vous pouvez venir chercher votre voiture à l'usine, c'est une petite option supplémentaire et ça vous permet de visiter le musée, etc. Je trouve ça plutôt cool, c'est une expérience, souvent quand on achète une voiture, c'est quand même un gros cadeau qu'on se fait, donc pourquoi pas. En moyenne réalisée, 92 km, 4,5 litres au 100. J'ai fait pas mal de petites routes là sur tout la fin. Pas mal de routes à 70 où j'étais à 80-90. Pas souvent 100 parce qu'il y avait des camions un petit peu. Mais 4,5 litres, on voit qu'on arrive quand même à faire des consommations de diesel. C'est assez impressionnant. Je trouve ça cool. Et c'est vrai que ce moteur est quand même plutôt efficace. Est-ce que je dois prendre un ticket ici ? Je crois que oui. Voilà. Petit ticket. Hop. Et tout droit jusqu'au bout du parking. Et là, il y a des Volkswagen absolument partout parce qu'on est à l'usine. Déjà qu'en Allemagne, il y en a énormément. Là, il y en a vraiment partout. Ça, je pense que c'est que des voitures d'employés ou autres. Parce qu'à mon avis, ils ont des petits avantages chez Volkswagen. Oh, il y a même la nouvelle 8 GTI. Plutôt cool. Oh, il y a plein de gens, plein de collègues. C'est marrant, je sais pas si c'est là que je dois me garer ou pas. S'il y a des Français, il y a un petit peu de tout. Bon, en tout cas, je suis arrivé. Bonne consommation, plutôt intéressant comme voiture. Ce moteur, moi ce que je dis, je trouve que c'est un des meilleurs, surtout sur ce genre de voiture qui n'est pas trop grosse. Les 150 chevaux, c'est l'idéal. C'est plus que suffisant comme puissance et ça permet de rouler assez facilement avec des consommations ultra maîtrisées. Et il y a toujours la version diesel qui existe en 116 chevaux et en 150 chevaux comme les versions essence. Mais est-ce qu'il y a un intérêt maintenant à prendre les diesels, à part pour les gens qui sont vraiment très gros rouleurs et qui font beaucoup d'autoroutes, où là effectivement ça pourrait être plus intéressant parce qu'on roulera un peu plus sur le couple, on a une boîte de vitesse qui est étagée différemment. Pour quelqu'un qui fait du mixte, clairement moi j'irais sur la version essence qui coûte maintenant en plus moins cher. Et dans cette version là, édition 50, je pense que c'est le très bon compromis parce qu'elle vaut moins cher qu'une Style Plus et elle est mieux équipée et en vrai il y a tout ce dont on a besoin sur une voiture.
Donc voilà, bon, si vous avez bien aimé cette vidéo, le petit pouce bleu comme ça, n'hésitez pas à vous abonner, à me dire ce que vous pensez de cette nouvelle Golf 8 restylée. C'est surtout bon, comme on l'a vu un petit peu hein, d'écran et les feux et des petites parties plastiques redessinées. Mais ça en reste dans tous les cas une très très bonne voiture. Bon allez, à bientôt, ciao.